7h42. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et alors, parmi les sujets qui font débat entre les deux candidats, les deux finalistes de l'élection présidentielle, eh bien, il y a tout simplement la Ve République, ou plus précisément sa Constitution. Alors, pour en parler, nous sommes en compagnie d'un professeur de sciences politiques à Paris 1, Bastien François. Bonjour. Bonjour. Je précise également que vous êtes engagé auprès d'Europe Écologie Les Verts. Vous êtes militant, simple militant de ce parti, m'avez-vous dit. Marianne Cohandet, bonjour. Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à Paris 1 et vous êtes spécialiste des institutions de la Ve République. Alors les deux candidats proposent différentes choses. On va débuter par Marine Le Pen puisque c'est elle qui propose les changements les plus substantiels dans cette constitution, dans la pratique constitutionnelle tout d'abord parce que les mots importent, Marianne Cohandet. Est-ce que parmi les différentes mesures que propose Marine Le Pen, la possibilité plus facile de saisir un référendum, l'inscription, alors là, il faut voir ce que cela signifie, de la préférence nationale dans cette constitution, ou bien encore la proportionnelle, est-ce que cela suppose une modification substantielle de la constitution de la Ve République ? Oui, tout à fait. Alors, on est un peu mal à l'aise parce que je suis encore allée vérifier hier le programme de Madame Le Pen. Et quand on voit son programme, il n'apparaît pas clairement de révision de la Constitution. Pourtant, il y a tout un tas de mesures qui sont envisagées et qui ne sont pas conformes à la Constitution, donc qui exigent une révision de la Constitution. Et je pense que ce silence est lié au fait qu'il y a un problème de procédure pour cette révision de la Constitution. Donc dans les mesures qu'elle envisage, évidemment, il y a le septennat, un septennat non renouvelable, c'est évidemment envisageable, mais ça dépend pourquoi. Si on fait un septennat pour prolonger l'irresponsabilité d'un président incontrôlable, c'est évidemment très mauvais pour la démocratie. Or, il semblerait que ce soit le cas. L'instauration du RIC, là je pense qu'on aura l'occasion de développer un petit peu, donc je ne développe pas pour l'instant. Les discriminations, effectivement, discriminations contraires au principe d'égalité en ce qui concerne les aides sociales, mais aussi le fait de dire que les lois seront supérieures au traité, et le fait de dire que désormais la Constitution sera supérieure au traité, ce qui est faux parce qu'elle l'est déjà. La Constitution est déjà supérieure au traité, donc on ne voit vraiment pas ce qu'elle pourrait changer là-dessus. Bastien François, votre impression d'ensemble ? Alors ça dépend de la profondeur de champ. C'est-à-dire que la grande campagne présidentielle qui portait sur les institutions, c'était 2007. C'était 2007, c'était Sarkozy qui proposait une réforme très importante de la Constitution qu'il a mise en œuvre d'ailleurs en 2008. Ségolène Royal disait donc, à peu près la même la chose. La QPC, j'imagine. Notamment la QPC, mais c'était aussi... La possibilité, il faut expliquer aux auditeurs. La possibilité pour des justiciables de saisir, de contester la constitutionnalité d'une loi qui leur est appliquée à l'occasion d'un procès. Bon. C'était pas ça le centre en réalité. Hein. Le centre de la campagne électorale, c'était le rééquilibrage des institutions. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy avait fait un diagnostic très... Enfin, que beaucoup de monde peut partager, hein, c'est-à-dire qu'il y avait un déséquilibre des institutions de la Ve République en raison du rôle gouvernant du président de la République. Et donc Nicolas Sarkozy disait, il va falloir rééquilibrer ça et instaurer une responsabilité du président de la République. Bon, c'est pas vraiment ce qui est advenu, mais il a quand même fait en 2008 une réforme extrêmement importante de la Constitution. Ségolène Royal tenait exactement le même discours que Nicolas Sarkozy. Elle lui donnait un autre nom, elle appelait ça la Nouvelle République. Et il y avait toute une ribambelle de candidats qui proposaient différentes version de la Sixième République, mais qui passaient toutes par y compris Le Pen, qui passaient toutes par un rééquilibrage des institutions. Là, dans la réforme actuellement, si on prend le premier tour et l'ensemble des programmes, en fait, on n'est plus du tout dans ces logiques-là, c'est même un petit peu étonnant. Mais en revanche, il y a des nouveautés. Hein. Par exemple, la question de la citoyenneté, elle est dans tous les programmes, notamment à travers la question du référendum. Pas simplement la question du référendum, mais par exemple la question du vote blanc. Hein, ça fait partie des choses qu'on trouve chez plusieurs candidats. Il y a aussi l'apparition, ça c'est très nouveau dans les débats constitutionnels,
à l'occasion d'une présidentielle, de la défense de certains droits fondamentaux ou de l'inscription dans la Constitution de nouveaux droits. Alors ça peut être la question de l'inscription du climat et de la biodiversité, ça peut être aussi des choses sur la condition animale, etc. etc. Donc c'est pas du tout le même type de débat que d'habitude. Marianne Cohandet, je vous posais une question simple. Est-ce que la notion de préférence nationale, le fait de réserver certains bénéfices, certains dispositifs, certaines règles aux nationaux, est-ce que cela suppose une inscription dans la Constitution ? Parce que, après tout, il y a un certain nombre de choses que seuls les ressortissants ont le droit de faire, et cela paraît logique. Et est-ce que ça suppose, si il faut véritablement une inscription dans la Constitution, eh bien une procédure particulière pour réformer cette Constitution ? Oui, alors justement, pourquoi est-ce qu'il faut une réforme constitutionnelle plutôt qu'une loi ordinaire ? Parce qu'une réforme constitutionnelle suppose une réflexion beaucoup plus ample et un accord beaucoup plus général. Et donc, pour les lois fondamentales de la société, on exige qu'elles soient au niveau constitutionnel. Et effectivement, jusqu'à présent, on a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tous les hommes ont la plupart des droits et seulement les droits de citoyenneté, c'est-à-dire les droits de vote en particulier, sont réservés aux nationaux. Donc ici, on introduirait une nouvelle discrimination qui est complètement contraire à nos traditions et qui a été exclue à juste titre par le Conseil constitutionnel. Donc il faudrait réviser la Constitution. Mais alors, je vais vous donner un exemple. La CMU, la couverture médicale universelle, l'idée finalement de réserver aux nationaux certains acquis sociaux. A priori, cela existe dans beaucoup de pays. Il y a des pays où, si vous n'êtes pas un ressortissant, vous ne pouvez pas vous faire soigner. Est-ce que ça, par exemple, ça requiert un changement de la Constitution, une loi particulière, le fait de réserver la CMU aux Français ? Donc, comme un certain nombre de discriminations de cet ordre, oui, parce que ce n'est pas du tout dans la tradition française, et donc il faudrait cette procédure de révision de la Constitution. Et on en vient justement à la question de la procédure. Normalement, pour réviser la Constitution en France, on recourt à l'article 89, qui est dans un titre spécial qui s'appelle « De la révision de la Constitution », ce qui signifie en droit que toutes les révisions doivent passer par là, qui prévoit 3 étapes. L'initiative d'abord, ça, il n'y a pas de problème. Qui l'a ? Le président de la République ? Le président de la République ou les parlementaires. Il ne faut pas oublier que les parlementaires peuvent aussi proposer une révision de la Constitution. Deuxième étape, le vote par chacune des assemblées. N'allez pas trop vite. Oui. Si le président de la République est en cohabitation, est-ce qu'il a l'initiative ? Alors, il peut l'avoir au titre de l'article 89, mais il ne l'a pas forcément tout seul parce que c'est sur proposition du Premier ministre. Alors, si c'est sur proposition du Premier ministre, on peut imaginer qu'en cohabitation, le Premier ministre ne ferait pas cette suggestion. Bastien François, je vous vois. Oui, réagir. mais non, parce qu'il y a des cas, on connaît déjà des cas, il y a eu des projets de révision constitutionnelle proposés par Jospin à Jacques Chirac. Et donc, voilà. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un accord entre les deux. Bien sûr, mais en tout cas, il faut généralement un accord assez large pour faire passer une révision de la Constitution, puisqu'il faut le vote en termes identiques dans les 2 chambres. C'est la deuxième étape. Bon, et surtout 2 chambres, donc c'est le fameux l'Assemblée congrès nationale réuni à Versailles. Non. C'est d'abord pardonnez-moi. l'Assemblée et le Sénat qui doivent voter chacun de leur côté en termes identiques. Bon. Et puis il y a la 3e étape. Alors ça, c'est soit le référendum, soit c'est le Congrès dont vous parliez. Bon. Et là, il y a une majorité qualifiée, c'est-à-dire qu'il faut les 3/5 des voix. Bon. Donc ça veut dire que vous avez intérêt, quand vous voulez faire une révision constitutionnelle, à avoir une majorité très large. Donc on peut comprendre qu'il y a un accord de gauche-droite. Mais alors, pourquoi avoir découpé ça en 2 phases ? Pourquoi demander la majorité des chambres avant la majorité qualifiée au Congrès à Versailles ? Alors, parce que la procédure de droit commun, la procédure normale, c'est le peuple. Le recours au peuple, c'est le référendum en 3e étape. Donc, à la 2e étape, on a voulu que les 2 chambres du Parlement réfléchissent, discutent, voient les avantages et les inconvénients, et qu'ensuite le peuple décide. Et normalement, il était prévu que, exceptionnellement, on ferait appel au Congrès, et encore seulement quand l'initiative ne viendrait pas du législatif. Et alors, justement, est-il possible, est-il envisageable, Marianne Cohandet, vous qui êtes constitutionnaliste, non pas de supprimer le Congrès à Versailles, mais de le remplacer par le peuple en faisant une modification constitutionnelle par voie de référendum ? Alors, normalement, on fait par voie de référendum dans le cadre de l'article 89, après le vote des 2 chambres. L'alternative, c'est l'article 11, où on fait
on a l'initiative et on va directement au référendum. Ça, ce n'est pas possible juridiquement pour réviser la Constitution, puisque seul l'article 89 est prévu pour ça. Néanmoins, De Gaulle l'avait fait en 62, mais il l'a fait en 69, et en 69, il a été fichu à la porte. Bon, ça, les Français l'ont refusé, Bastien Mais François. il y a une raison aux deux étapes, en fait. Il y a deux raisons. La première, elle est dans l'article 3 de la Constitution, c'est-à-dire que la souveraineté appartient au peuple et à ses représentants. Donc il y a deux dimensions de la souveraineté. Et lorsqu'on révise une Constitution, après tout, on est au plus haut niveau de la souveraineté. Le pouvoir constituant, c'est vraiment le pouvoir souverain par excellence. La deuxième raison, c'est que pour modifier la Constitution, il faut avoir une procédure plus compliquée que la procédure pour adopter une loi. Bon. Donc là, c'est normal, c'est plus compliqué. Il y a deux étapes, et elles sont compliquées, ces étapes à remplir, parce qu'il faut un vote en termes identiques, c'est-à-dire à la virgule près. Les deux assemblées qui sont composées différemment doivent adopter exactement le même texte. Donc déjà, la première étape, elle est très contraignante. Est-ce que tout est susceptible de faire, comment dirais-je, d'être soumis à cette procédure, Marie-Anne Cohendet? Si par exemple on décidait un rétablissement de la peine de mort, est-ce que cela pourrait être soumis à un référendum ou à cette procédure que l'on vient d'évoquer? Donc on pourrait le concevoir, encore que pour la peine de mort, on a des problèmes d'accords internationaux, de C'est même à que cela sur que je fais d'autres points. référence. Bien sûr. Et alors Madame Le Pen a dit: «Ah oui, mais c'est pas grave, on va faire un référendum sur tel et tel point». Seulement, le référendum va se heurter à plusieurs obstacles. Premier obstacle, c'est jurisprudence Hauchemaille du 25 juillet 2000, où le Conseil constitutionnel a souligné 2020. Oui, le Conseil constitutionnel a annoncé, et le président du Conseil constitutionnel l'a rappelé le 16 janvier 2022, que le Conseil constitutionnel surveille la régularité des opérations de référendum, au titre de l'article 60 de la Constitution. Et donc, si un parti voulait réviser la Constitution, adopter des mesures contraires à la Constitution par l'article 11, comme Madame Le Pen l'envisage, eh bien, il y aurait un vrai problème juridique, il y aurait un blocage juridique. D'autre part, si jamais elle adoptait une loi par référendum qui serait contraire à des conventions internationales, eh bien, en l'état actuel du droit, les juges ont l'obligation, au titre de l'article 55 de la Constitution, d'écarter les lois postérieures contraires au traité. Mais alors, peut-on décider de sortir de ces conventions internationales, puisqu'après tout, le peuple souverain a cette possibilité, dès lors que l'on a souscrit à certaines conventions, on peut, j'imagine, s'en retirer, Marie-Anne Oui, Cohendet. on a vu le Brexit, par exemple, pour la Grande-Bretagne. On peut dénoncer des conventions, on peut effectivement rejeter la Convention européenne des droits de l'homme, sortir de l'Union européenne, etc. La Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire non pas la Déclaration des droits de l'homme, qui, elle, s'applique comme préambule de la Constitution, à moins, bien entendu, de modifier cette Constitution. Voilà, la Déclaration des droits de l'homme fait pleinement partie de la Constitution. Elle fait partie non pas des articles, mais du préambule, mais c'est bien le corps de la Constitution. Là, ça serait tout de même un petit peu une révolution de remettre en cause ces droits de l'homme. Mais théoriquement, je veux dire, du point de vue du droit constitutionnel, c'est souverain. envisageable. Le peuple est souverain, donc si on respecte la procédure, comme le rappelait Bastien François, avec les étapes de réflexion devant les deux assemblées, puis la décision du peuple, sur le papier, il fait ce qu'il veut. Bastien François. Oui, alors c'est ça qui est important, c'est-à-dire que le peuple est souverain, c'est clair. C'est-à-dire qu'on peut, si on change la Constitution, on peut faire à peu près ce qu'on veut, en réalité, mais en respectant une procédure. Bon. Et c'est ça le problème c'est ça le problème dont on parle. C'est un problème de procédure. À la rigueur, au fond, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais tous les juristes seront d'accord pour dire on ne peut pas réviser la Constitution sans passer par la procédure de l'article 89, ce qui est extrêmement compliqué. Bon. Et on ne peut pas passer par le référendum direct, l'article 11, parce que le Conseil constitutionnel, qui va être saisi des décrets d'organisation de ce référendum, va dire « Ah ben non, c'est ça la jurisprudence Hauchemaille, ah ben non, ça ne rentre pas dans le champ du référendum, et donc on ne peut pas l'organiser ». Donc en réalité, il y a une difficulté matérielle pour Marine Le Pen ou pour tout autre candidat qui aurait voulu utiliser cette procédure. C'est que la procédure qu'elle propose, alors
qu'elle propose de façon pas très explicite, justement. Évidemment, elle Complètement obscure et elle ne camouflée. rentre pas dans le détail, parce que, bon... mais là, elle est un petit peu obligée de sortir du bois. Cela dit, ça ne serait pas la première fois qu'un candidat à la présidentielle prône des mesures qui, en réalité, s'avèrent inapplicables pour des raisons constitutionnelles diverses et variées, dans un tout autre registre. Par exemple, la taxe à 75% sur les très hauts salaires de François Hollande n'a jamais été appliquée pour des raisons d'ordre juridique également. Non, mais bien sûr, ça arrive très souvent. Bon, là, il se trouve qu'on est face à quelque chose qui est quand même d'une autre nature, c'est-à-dire qui, d'une certaine façon, porte atteinte à ce que nous appelons République jusqu'à présent. Pourquoi ? C'est-à-dire que si vous sortez de l'état de droit tel qu'il est défini en France par la Déclaration des droits de l'homme de 1789, etc., bon, vous changez. Si vous sortez de l'UE... Pardonnez-moi, je vais essayer de répondre en l'absence de représentants du Rassemblement national. Et si, par exemple, on décide de rétablir certaines règles qui prévalaient auparavant, la peine de mort existait sous la Ve République. Par conséquent, on pourrait la rétablir. On se retrouverait dans la situation dans laquelle la France était, je ne sais pas, sous Valéry Giscard d'Estaing. C'était une république. Mais bien sûr, mais pas tout. Mais je veux dire, si vous instaurez un principe discriminatoire généralisé, concernant par exemple la nationalité ou l'origine des personnes, là vous portez atteinte à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme qui disent tous les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est d'une autre nature que la suppression de la... Mais est-ce que le programme du RN propose ou demande cela ? Le programme du RN vise à introduire cette préférence nationale, appelée priorité nationale, dans la Constitution. Mais le Rassemblement national rétorque que lorsque vous êtes, par exemple, malade aux États-Unis, il n'y a pas de couverture médicale universelle et donc vous n'avez pas les mêmes droits qu'un Américain. Mais le RN a le droit de proposer ça, mais la seule chose que nous, juristes, pouvons dire, c'est que pour ça, il faut réviser la Constitution. Et pour réviser la Constitution, il y a une procédure. Là, on n'est pas en train de dire, Marianne Cohendet et moi, vous l'avez deviné, on n'est pas du tout favorable à ce type de mesures, mais je veux dire, c'est la démocratie, c'est son programme. En revanche, il y a un point limite de ce programme, c'est que ce programme suppose de passer par une procédure particulière. Et que, jusqu'à preuve du contraire, par exemple, Marine Le Pen serait élue sous l'empire de la Constitution de la Ve République et donc devra en respecter les règles avant de la modifier. Et il est évidemment inenvisageable, Bastien François, en un mot, de s'asseoir sur la Constitution et de passer en force sur certaines de ses règles. Ça s'appelle faire un coup d'État. Quand on ne respecte pas les règles, on peut toujours le faire. On peut toujours venir armer, faire envahir le Capitole, etc. Là, le Parlement français. Il ne faut pas croire non plus que les règles de droit nous protègent totalement. C'est-à-dire, nous, on a des règles de droit. Notre rôle de juriste, c'est de dire, attention, ces procédures ont du sens. Ce n'est pas de la maniaquerie de juriste, mais c'est fait parce que l'expérience, pendant des siècles d'histoire constitutionnelle, nous a montré qu'il fallait absolument la volonté du peuple exprimée formellement pour adopter les règles essentielles. Marianne Cohendet, vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à Paris 1. Bastien François, vous êtes professeur de sciences politiques à Paris 1. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes. On va évoquer d'autres mesures qui sont proposées par les candidats, le retour au septennat, le RIC, le référendum d'initiative citoyen. Et puis, on va voir si finalement cette constitution de la Ve République, elle peut encore tenir quelques années ou si celle-ci est bien fatiguée, alors que nous ne sommes pas du tout fatigués parce qu'il est 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Oui, nos invités, je vous le rappelle, Marianne Cohendet, vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à Paris 1. Bastien François, vous êtes professeur de sciences politiques à Paris 1 et vous êtes aussi militant Europe Écologie Les Verts. Il y a finalement une sorte de paradoxe dans le moment historique que nous traversons. Il y a à la fois un régime qui est un régime présidentiel, et pour qu'on ne l'oublie pas, il y a une élection présidentielle. Et puis, d'un autre côté, ce régime, il était construit donc pour une stabilité présidentielle, avec des partis qui étaient solidement établis et une bipolarité de la vie publique. Le général de Gaulle n'avait pas nécessairement pensé à cela, mais en tout cas, c'était ainsi qu'on s'était habitué à vivre. Et puis, on voit que tout cela est en train d'évoluer. On l'a vu avec le billet de Frédéric Seyss, les deux partis qui organisaient naguère la vie politique,
partie de la droite, une partie de la gauche, sont aujourd'hui dans une situation assez précaire et on ne sait pas finalement comment cette vie politique va se réorganiser. Est-ce qu'il y aura une majorité stable? Il est tout à fait imaginable aujourd'hui que la France entre dans une période où il faudra des coalitions pour avoir le pouvoir, tout simplement parce qu'on a affaire à 3 blocs d'un tiers. Je parle de la grosse masse des électeurs. Bref, Bastien François, c'est déjà une évolution notable de ce régime. Oui, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'histoire que vous venez de raconter. C'est-à-dire, rien de tout ça était prévu. Cette constitution, elle a été construite pour pouvoir gouverner sans majorité. C'est ça le problème des constituants en 58. Ils se disent qu'il n'y aura jamais de majorité parce qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de France, avant 62, une majorité stable, cohérente, disciplinée sur la durée d'une législature. Donc les constituants, très intelligemment, construisent une constitution pour résister à l'instabilité. Bon. Donc ils enlèvent des pouvoirs au Parlement, ils en rajoutent au gouvernement, et pour le cas ça ne marcherait pas suffisamment, ils mettent un président arbitre, qui n'est pas du tout un gouvernant, pas du tout, mais qui est un arbitre. Bien. Et puis, en fait, petit à petit, on va effectivement, le fait majoritaire, la bipolarisation, la présidentialisation, etc. Donc on a déjà eu dans l'histoire de la Ve République des transformations massives, en réalité, du régime des partis. Mais alors, Bastien François, expliquez-moi, parce que, à minima, dans la Constitution de la Ve République, il faut malgré tout un Parlement qui vote les lois et par conséquent un Parlement qui soit d'accord, sauf dans quelques cas extrêmement précis, un Parlement qui soit d'accord pour avaliser la politique menée par le président de la République. Bien sûr, il faut un Parlement qui vote les lois et il faut en tout cas que le Premier ministre ait une majorité. Ceci étant, si vous regardez un petit peu dans le détail, vous voyez que le domaine de la loi a été restreint à un certain nombre de matières. Et tout le reste, c'est du domaine réglementaire, donc du Premier ministre. Vous voyez qu'il y a des ordonnances qui permettent au gouvernement d'intégrer, etc. Donc il y a quand même, et que toute la procédure législative est pilotée par le Premier ministre. Donc en réalité, il y a un déséquilibre très important au profit du gouvernement. Bien sûr, il reste le Parlement, puisque on reste quand même dans un régime de type parlementaire. C'est-à-dire où le gouvernement est responsable devant le Parlement, bien sûr. Donc, mais quand même, cette Constitution, elle a été faite pour gouverner dans la grande instabilité. Bon. Et en fait, en réalité, pendant 60 ans, elle a gouverné dans la stabilité. Ce qui d'ailleurs explique le déséquilibre de nos institutions. Le déséquilibre, par exemple, qui avait été diagnostiqué très bien par Sarkozy en 2007. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a le fait majoritaire, à partir du moment où... donc là, on a un président surpuissant. Bon. Donc voilà. Mais pour en revenir à votre question, oui, on est là actuellement dans une période de recomposition. On ne sait pas très bien sur quoi on va déboucher. Je ne crois pas qu'il faut avoir peur des coalitions. Dans la plupart des pays, il y a des coalitions. Il n'y a rien de grave. En fait, le problème des coalitions... Ça fait pas mal, mais... Ça fait pas mal, non. Mais le problème, c'est avec quelles contraintes elles se forment. Là, notre problème, c'est que comme tout part de la présidence de la République, en réalité, c'est assez compliqué de construire des coalitions. Dans les autres pays, les coalitions naissent de la nécessité de gagner des législatives. Parce que, alors, je vous embête, Bastien François, et il y a effectivement ce que l'on distingue, je crois, dans les cours de droit constitutionnel, il y a l'esprit et puis la pratique de la Constitution, et dans la pratique, il a toujours été considéré peut-être à tort que le Parlement était un Parlement fait souvent de godillots. Alors maintenant, on a modernisé la formule, on dit Playmobil, mais en tout cas, on a affaire à généralement des parlementaires qui sont là pour suivre la politique du président de la République ou du Premier ministre s'il y a cohabitation. Ce ne sont pas des coalitions, donc. Non, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans l'esprit de la coalition. C'est-à-dire que c'est quoi un régime parlementaire en 2 secondes? C'est-à-dire qu'il y a des élections législatives et au sortir de cette élection législative, ou parfois avant qu'on commence les élections, il y a des accords entre les partis sur un programme de gouvernement. C'est jamais le cas sous la Ve République. Sous la Ve République, et encore plus depuis le quinquennat et l'inversion du calendrier qui fait que les législatives suivent immédiatement la présidentielle et donc sont conditionnées par le résultat de la présidentielle. Le programme, c'est celui du président. C'est pas celui de la délibération des partis ou c'est pas celui qui a été sanctionné par les législatives. Et donc, en France, on n'a pas du tout cette culture de la coalition. Même, curieusement, on craint les coalitions. Alors que dans tous les autres pays de l'Union européenne, c'est toujours, presque toujours des coalitions.
Marianne Cohandet. Oui, il faut bien souligner, vous avez dit tout à l'heure que nous avions un régime présidentiel. Pas du tout. Nous avons un régime parlementaire, c'est extrêmement important. Mais je comprends tout à fait votre méprise qui est très courante, parce que le président tient une telle place en pratique qu'on croit qu'on a un régime présidentiel. Pourquoi c'est important cette différence? Parce que le régime parlementaire, ça veut dire que le gouvernement, l'exécutif, doit refléter la volonté de la majorité qui est représentée, la majorité du peuple représentée au Parlement. Donc le peuple est représenté au Parlement dans sa diversité, diversité d'âge, de région, diversité politique, etc. Et c'est cette majorité parlementaire qui se donne un chef. Or, comme l'a dit Bastien François, dans la pratique de la 5e, on a un chef, le président, qui dicte sa volonté, et le Parlement au garde à vous. Et donc, qu'est-ce qui va se passer avec les programmes qu'on nous propose? Moi, ce que je trouve le plus inquiétant, sans doute, dans le programme de Madame Le Pen, enfin, un des points très inquiétants, c'est qu'elle va aggraver ces défauts de la Ve République. C'est-à-dire que les mesures qu'elle propose vont, en réalité, aggraver le pouvoir personnel, augmenter le pouvoir du chef, et pas du tout permettre un pouvoir du Parlement, de la diversité, des coalitions, des compromis. Mais alors, je poursuis, je suis là un peu pour remplacer le porte-parole du Rassemblement national. D'après ce que je comprends du programme du Rassemblement national, celui-ci, justement, permet à de simples citoyens, au travers du RIC, de saisir un processus de référendum. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, la candidate du Rassemblement national se défend de vouloir faire un régime ni présidentielle, ni même a fortiori autoritaire, puisqu'elle explique qu'au contraire, il y aura la possibilité pour 500 000 citoyens d'entamer une procédure qui permettra donc de déboucher sous une forme ou une autre. D'ailleurs, je vous pose la question, Marianne Cohandet, a-t-on affaire à la possibilité d'avoir une démarche juridique, de décret, bref, de loi? Qu'est-ce que l'on peut envisager autour d'une réforme semblable? Alors d'abord, pour adopter cette réforme, il faut passer par l'article 89. Il faut réviser la Constitution, on ne peut pas l'instaurer comme ça. Ensuite, l'initiative citoyenne en elle-même est démocratique. C'est ce qui se pratique en Suisse, mais pas du tout de cette manière-là. Il faut bien voir que le référendum, vu de loin, c'est la procédure la plus démocratique. On donne la parole au peuple. Et a priori, surtout quand il a l'initiative, tout semble merveilleux dans le meilleur des mondes. Seulement la réalité, c'est que le référendum est aussi l'arme par excellence de tous les tyrans. On l'a vu en Russie, on l'a vu avec Erdogan en Turquie. Ces dirigeants autoritaires se servent du référendum, non pas pour rendre le pouvoir au peuple, mais pour le lui confisquer, pour Le général de Gaulle l'a leur utilisé, propre pouvoir. Le général de Gaulle l'a utilisé et il a été mal avisé de le faire, puisque dans le cas du référendum sur la régionalisation, eh bien, celui-ci a signifié qu'il devait partir. Et oui, justement, le général de Gaulle en a usé et abusé. Et donc ça a conduit à son départ, parce que le peuple s'est lassé de voir le chantage qu'il faisait, le chantage affectif, vous faites ce que je veux, ou je m'en vais, eh bien en allez-vous. Et donc on voit que le référendum, ça peut être quelque chose de très bien, à condition d'être accompagné par exemple par une forte délibération, un jury citoyen, comme ça a été proposé dans le cadre de la procédure du RIC délibératif. Là oui, ça peut être une procédure démocratique. Mais tel qu'il est envisagé pour l'instant par le parti de Madame Le Pen, ça ne me semble pas du tout une garantie de la démocratie. Qu'en pensez-vous, Bastien François? Oui, je pense la même chose, c'est-à-dire qu'on a le RIC, puisqu'on l'appelle comme ça. Bon. Le RIC, ça s'inscrit dans des transformations contemporaines de nos conceptions de la démocratie. Je crois que la Ve République vieillit beaucoup parce que et pourquoi on a ces transformations contemporaines de nos rapports à la démocratie, c'est tout simplement qu'on a changé. On parlait du général de Gaulle tout à l'heure. Le général de Gaulle, c'est en 58, c'est en noir et blanc. Souvent, je prends le même exemple. Je prends toujours le même exemple. Il y a 180 000 étudiants en 1958. Là, on a presque 3 millions. On n'est plus la même population. On n'a pas le même niveau d'information. On n'a pas le même niveau de formation. On a des outils incroyables pour communiquer entre nous et puis pour débattre. Bon, raison de plus. Oui, ça signifie que le peuple est plus éclairé qu'auparavant. Justement. Donc, le RIC en lui-même, et c'est pas un hasard si vous trouvez cette question-là dans le programme de pratiquement tous les candidats au premier tour de la présidentielle, c'est plutôt bien. Maintenant,
on peut essayer de le penser intelligemment. On peut essayer d'en faire quelque chose qui ne soit pas dans la logique du coup de force ou qui puisse limiter des formes d'instrumentalisation de ce RIC. C'est ce dont parlait Marianne Cohen-Day. C'est-à-dire, par exemple, si vous ajoutez à cette procédure référendaire un moment entre l'initiative du référendum et le vote qui soit un moment délibératif. C'est-à-dire qu'il y a une question qui est posée, par exemple le rétablissement de la peine de mort. Voilà, imaginons. Non, on ne peut pas faire un RIC sur le rétablissement de la peine de mort. C'est une mauvaise idée. Pourquoi ? Il faudrait réviser la Constitution pour ça, c'est dans la Constitution. Donc c'est un mauvais exemple. Mais vous voyez, un sujet un peu polémique. Prenons un sujet un peu polémique. Bon, voilà, il y a un groupe, il y a 500 000 lecteurs qui le proposent, etc. Bon. Pour que ça parte pas dans quelque chose... Vous voyez, parce que le problème du référendum, c'est on répond oui ou non. C'est pas un truc très intéressant sur le plan démocratique, oui, non. Ça peut être utile, mais c'est pas très intéressant. Mettons un moment, créons une sorte de petite convention citoyenne qui va délibérer pendant 2 mois sur le sujet, qui va définir les arguments pour et contre. Simplement ça, les arguments pour et contre. Et nous, armés du résultat de cette délibération, on votera beaucoup plus intelligemment. Bon, mais alors je comprends ce que vous dites, Bastien François, mais il y a par exemple un philosophe que l'on a reçu au matin il y a peu de temps, Jacques Rancière, qui à mon avis n'est pas du tout un soutien du Rassemblement national, et lui explique dans l'un de ses livres, La haine de la démocratie, que ce que redoutent les ennemis de la démocratie, ce sont les excès de la démocratie. Or, le RIC peut être considéré justement comme étant de la démocratie pure. Est-ce que l'on a le droit de redouter certains excès de cette démocratie avec des référendums qui seraient utilisés ou instrumentalisés, puisque in fine, c'est de toute façon le peuple qui répondrait à ce référendum. En fait, le RIC en lui-même, Marianne Cohen-Day le disait, en soi, c'est démocratique. Enfin, et voilà. Ce qui nous inquiète, Marianne Cohen-Day et moi, c'est l'instrumentalisation. Ce qui nous inquiète, c'est ce qu'il y a derrière. C'est pourquoi Madame Le Pen veut faire ça. Madame Le Pen veut faire ça parce qu'elle veut contourner toute une série de contraintes ou de barrières. Lesquelles, par exemple ? Qu'est-ce que le RIC permettrait de contourner ? Dans son RIC à elle, ça contournerait, par exemple, le contrôle de constitutionnalité. C'est dit très clairement dans son programme. Donc, voilà. Donc, c'est aussi, je pense, c'est aussi, le RIC, c'est aussi un moment, ça peut être un moment où on ne discute pas, justement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on pose la question, maintenant c'est oui ou non, puis on ne discute pas. Bon. C'est pour ça justement que nous, on se dit que peut-être le RIC, on serait plus sécurisé, ça limiterait les formes d'instrumentalisation si on instaurait ce moment délibératif. Voilà. Donc en soi, c'est pas antidémocratique le RIC, bien sûr. Oui, il faut bien dire Marianne que Cohen-Day. la démocratie, c'est pas seulement de dire au peuple prononcez-vous immédiatement sur telle chose. Non, la démocratie, ça se construit, c'est la délibération. Ce qui est essentiel pour qu'on vive heureux tous ensemble, et c'est bien de ça qu'il s'agit en démocratie, c'est que chacun de nous écoute les autres, écoute les intérêts, les opinions, les points de vue des autres, et que tous ensemble, en respectant le point de vue des autres, nous prenons une décision commune. Or, le problème du référendum et de son contournement, et le fait que cet instrument de la démocratie devienne l'instrument de la confiscation de la démocratie, c'est justement quand on ne donne pas le temps au peuple de réfléchir et de discuter. Et donc, c'est ça qui est essentiel, c'est de donner au peuple le temps de réfléchir. Mais alors, justement, parmi les sujets, alors je ne sais pas du tout comment Marine Le Pen envisagerait, si elle arrivait au pouvoir, de les régler sur le plan juridique. Probablement d'ailleurs pas par le RIC, mais cela fait partie typiquement des sujets polémiques qu'évoquait Bastien François, le fait d'interdire le voile dans l'espace public. Est-ce que cela, par exemple, déjà, y a-t-il une possibilité de savoir, Marianne Cohen-Day, s'il s'agit d'une mesure constitutionnelle ou anticonstitutionnelle ? Et si d'aventure cela était envisageable, comment cette loi pourrait-elle être construite ? Alors, là, ça pose un vrai problème parce qu'effectivement, on est en présence d'adultes, c'est leur liberté vestimentaire, leur liberté d'expression. Tant qu'il n'y a pas d'atteinte à la sécurité, il y a eu des débats extrêmement importants là-dessus pendant des années. On ne voit pas d'argument sérieux pour empêcher une personne d'exprimer sa religion, d'exprimer son opinion lorsqu'il s'agit d'adultes. Quand il s'agit d'enfants, c'est autre chose. Donc, après, là, il faudrait vraiment une... L'argument du Rassemblement national est simple. Il consiste à dire que le voile pour les femmes est un signe politique.
signe politique islamiste et donc devant être mis hors la loi, puisqu'incompatible avec la République ou la concorde nationale. Oui, alors après, de quel voile parle-t-on aussi, hein? Est-ce qu'on parle d'un voile intégral, le niqab, etc. De quel voile parle-t-on? Le voile S'il intégral est s'agit- déjà interdit. Il est hein. déjà Bah, interdit. il donc est déjà c'est- interdit, donc c'est tout à fait autre chose. Quant au voile, si c'est un foulard sur la tête, quand j'étais petite, toutes les dames au marché avaient un foulard sur la tête, et ma grand-mère elle-même disait Je qu'une ne sais femme... pas, on vérifiera que le qu'une- foulard est islamique ou pas. Mais oui, mais enfin, que ma grand-mère elle-même disait qu'une femme en cheveux, c'est une femme qui ne se respecte pas et que toutes les femmes devaient avoir chose sur la tête. Donc même dans la tradition catholique, on avait un voile sur la tête. Il faut relativiser les choses tout de même. Bon, alors je continue, Marianne Cohandet, dans ce contexte. Est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer que l'on interdise tout signe religieux ostentatoire, donc la kippa, la croix, que sais-je, sauf peut-être pour les professionnels du culte qui, eux, auraient la possibilité de porter un uniforme. Ça, est-ce que ce serait possible? Là, je... Vous faites la moue. Oui, Bastien pense, François. non, je pense que ce serait possible. Si c'est tous les signes religieux. Si c'est tous les signes religieux, oui. Mais il n'y a pas que Marine Le Pen qui propose ça. Vous avez quand même remarqué que depuis une dizaine d'années, vous avez des débats quand même extrêmement virulents autour de la laïcité, qui veulent revenir sur la loi de 1905, qui avait quand même réussi à trouver une sorte de petit équilibre dans la difficulté, etc. Bon. Donc Aucun autre candidat, en tout cas Emmanuel Macron, ne propose pas d'interdire oui, bien le sûr, voile. mais on voit bien que ça s'inscrit quand même dans un débat plus général sur. Il y a eu quand même le projet de loi Macron sur le séparatisme. Il y a une discussion. Il y a une discussion. Bon, alors évidemment, elle va plus loin, hein, Marine Le Pen. Mais on a une discussion et elle est très compliquée. Elle est très compliquée parce qu'en réalité, c'est pas la question des signes religieux. Hein, c'est-à-dire que c'est la place du religieux dans l'espace public. Bon, il faut quand même rappeler que la loi de 1905, c'est une loi qui autorise le religieux dans l'espace public, hein, qui fait que l'État n'a pas à se mêler de ça. Hein, et donc, il y a un autre discours sur la laïcité. Oui. Alors, je vais aller dans votre sens parce que, puisque vous rappeliez il y a quelques instants, Bastien François, que l'on a interdit le voile intégral. Est-ce que dans ce cas-là, il ne serait pas possible d'interdire non seulement le voile intégral, mais le voile tout court? Non, on n'a pas interdit le voile intégral, pas du tout. Hein. On a interdit le fait de se masquer le visage dans l'espace public. Par exemple, sauf avec un masque. Oui, mais par exemple, si je vais, oui, bien sûr, mais si je vais à une manifestation avec un casque intégral de moto, voilà, je tombe sous le coup de cette loi. Hein, bon. Donc on n'a jamais prononcé. Alors évidemment, tout le monde a. Tous les commentateurs ont vu qu'il y avait une intention. Hein, bon. Mais ce qui était visé, c'était le fait d'être masqué intégralement dans l'espace public pour des raisons d'ordre public, hein, pour des raisons de sécurité. Bon. Donc, c'est pour ça que c'est pas du tout le même type d'argument qu'on pourrait utiliser si on veut passer du voile intégral au voile ordinaire, que, comme le rappelait effectivement Marianne, n'est pas simplement porté par celle qu'on pense qu'elle le porte. Alors, Les bonnes sœurs portent le voile, je rappelle. Est-ce Oui, qu'on va mais alors- interdire aux bonnes sœurs de porter un voile? Alors là aussi, la remarque bien sûr est faite et il serait considéré, il y aurait une tolérance pour ceux dont l'uniforme consiste à avoir une cornette ou bien une kippa. Enfin bref, lorsque vous êtes ministre du culte, vous auriez la possibilité de conserver cet uniforme-là. On poursuit sur les réformes constitutionnelles qui sont proposées par les candidats. Cette fois-ci, c'est Emmanuel Macron qui s'en est fait l'écho, mais Marine Le Pen semble d'accord avec lui sur ce point. Le retour au septennat avec la possibilité d'avoir des mid-terms, autrement dit des élections de mi-mandat. On ne changerait pas la durée du mandat d'un député, et donc il y aurait la possibilité, voire l'obligation d'ailleurs, de convoquer à nouveau les citoyens pour élire un parlement pendant la durée du mandat du président. Ça, qu'est-ce que ça changerait selon vous, Marianne Cohandet, vous qui êtes constitutionnaliste? Alors, différence déjà entre les deux candidats. Madame Le Pen envisage un septennat, mais sans mid-term,
élection, c'est-à-dire sans élection à mi-mandat, ce qui est très différent de la proposition de M. Macron qui dit, lui, OK, on revient au septennat, mais avec des élections de mi-mandat. Donc, avantage-inconvénient, si on fait un septennat tout seul, sans élection de mi-mandat, comme le propose Mme Le Pen, on aggrave les défauts de la Ve République. On va aux antipodes de ce que proposait M. Mélenchon, en proposant plus de présidentialisme, plus d'irresponsabilité de pouvoir du président. En revanche, si on va vers la proposition de M. Macron, dans un sens, lui aussi veut se rapprocher du président des États-Unis, oui, mais dans une version démocratique, avec des élections à mi-mandat. Donc c'est déjà, ça n'a rien à voir, parce que d'un côté, on s'éloigne de la démocratie, de l'autre, on reste dans la démocratie, même si on n'est pas forcément d'accord avec ce point de vue-là. Ça aurait au moins l'avantage, effectivement, de permettre au peuple, à mi-mandat, de choisir, de soutenir ou de combattre la politique du président, ce qui est très différent. Mais rappelons que ce qui est essentiel, c'est justement ces élections des parlementaires. Les élections les plus importantes, ce sont les élections législatives. Donc on a envie de dire à ceux, par exemple, qui ne veulent pas soutenir M. Macron, écoutez, votez quand même Macron pour qu'on reste dans la démocratie, quitte à le mettre dans une situation de cohabitation après. Ça, c'est envisageable. Mais au moins, on reste dans la démocratie. Moi, franchement, je comprends. Évidemment, Marine Le Pen ne serait pas d'accord avec ce que vous venez de dire et considérerait qu'elle ne menace en rien la démocratie. Non, mais moi, franchement, je comprends pas l'histoire des midterms. C'est-à-dire qu'on a déjà un problème qui est le court-termisme de la vie politique. Là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre tous les 3 ans et demi de nouvelles élections, c'est-à-dire qu'on va préparer 1 an et demi avant les élections, et puis après, etc. Bon, ça veut dire qu'on va être tout le temps dans l'élection. Bon. Si on veut changer vraiment un truc sur la Ve République en jouant sur les élections, mettons les législatives 1 mois avant la présidentielle ou 2 mois avant la présidentielle, inversons le calendrier, et là vous verrez que la logique de la Ve République changera radicalement. Si vous faites le septennat, ça change rien, Marianne Cohen le disait très bien. Si vous mettez des midterms, en réalité vous abîmez encore plus notre système démocratique qui a du mal à décider, qui a du mal à s'inscrire dans le long terme. Mais le midterm, comme son nom l'indique, vient des États-Unis, et les États-Unis, avec un mandat présidentiel plus court, sont considérés comme une démocratie moins efficace, diriez-vous ? Beaucoup moins efficace, mais il n'y a pas photo. Le système américain est très inefficace sur le plan de la politique intérieure, mais extraordinairement inefficace. C'est de la quasi-cohabitation permanente. Ils vivent les 2 tiers du temps en cohabitation. Ils n'arrivent pas Ça, c'est un effet politique. Non, mais ils n'arrivent pas à voter leur budget. C'est quand même la plus grande puissance du monde qui 2 fois sur 3, n'arrive pas à voter le budget pour payer ses fonctionnaires. Non, c'est extrêmement inefficace. C'est pour ça que personne veut des régimes présidentiels au sens américain dans les démocraties européennes. Ça ne marche pas. C'est pour ça que quand l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, est sortie du bloc soviétique, personne n'a repris le modèle américain. Donc c'est extrêmement inefficace. Et là, en réalité, cette proposition de Macron, alors vous voyez, là on va faire une critique de Macron, pas que de Marine Le Pen. Moi, franchement, je ne comprends pas. Hein, c'est même à l'inverse de ce que raconte le président. Un mot de conclusion, Marianne Cohendet. Bon, écoutez, on va voir ce que donnent ces élections, mais souvenons-nous que l'élection reine en France, puisqu'on a un régime parlementaire, ce sont les législatives. Donc c'est au moment des législatives qu'on va voir comment le peuple veut être représenté et comment ces représentants du peuple, que sont nos députés, vont se choisir un chef qui doit être le chef du gouvernement, tandis que le président devrait être un arbitre. Merci Marianne Cohendet. Je rappelle que vous êtes constitutionnaliste et professeur de droit public à Paris 1. Merci Bastien François. Vous êtes professeur de sciences politiques à Paris 1.